Bonsoir tout le monde. Bon, je pense que vous commencez à connaître mon prénom, mais on ne sait jamais. Donc, je suis le docteur Sophie Aubreau, la présidente de Réagir, et je vais animer cette dernière table ronde, animer et puis aussi vous présenter quelques éléments que nous avons intitulé « Un quinquennat pour changer le système de santé ». Avec moi, je vais avoir deux personnes, mais il n'y en a qu'une de présente pour l'instant. Maxime Cotterman, qui est directeur de cabinet de Cécile Courrèges, qui est la directrice de la DGOS. La DGOS, c'est un peu le bras administratif du ministère, enfin tu me corrigeras si je dis une bêtise, en particulier pour tout ce qui est soins ambulatoires et hospitaliers. On sera rejoint par Norbert Nabé, mais qui est coincé dans les bouchons avant d'arriver à Avignon, qui est directeur adjoint de l'ARS PACA. Et tout de suite, je vous montre le plan. Grosso modo, ça va te faire en 3 parties, 10 minutes d'intervention, 10 minutes de questions. C'est vos questions qu'on attend surtout pour faire animer un peu cette table ronde. Maxime va vous présenter la stratégie nationale de santé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi maintenant ? Moi, je vais vous faire un focus sur quelques priorités de la stratégie nationale de santé qui sont en rapport avec le pacte des jeunes généralistes. J'essaierai d'être très courte sur la description du pacte pour ceux qui ne l'avaient pas été, qui n'étaient pas au courant. Après, je ferai une comparaison avec quelques focus de la priorité, quelques éléments de la stratégie nationale de santé. Et enfin, on posera les questions à Norbert Nabé. En région, quel impact ça va avoir ? Donc je vais laisser Maxime présenter. Merci beaucoup Sophie, merci pour ton invitation à venir présenter la stratégie nationale de santé qui n'est pas encore finalisée, elle est encore en stade de concertation, mais peu importe. Un mot sur la DGOS, c'est une des grosses directions du ministère de la Santé. On a 4 grosses directions au ministère, la direction générale de la cohésion sociale qui gère plutôt le médico-social, personnes handicapées, personnes âgées. Direction de la sécurité sociale qui s'occupe plutôt de sous. Direction générale de la santé qui fait tout ce qui est santé publique, c'est eux qui pilotent les plans de santé publique, qui gèrent tout ce qui est veille et sécurité sanitaire. Et donc la direction générale de l'offre de soins qui s'occupe de l'offre de soins ambulatoire et hospitalière, avec des activités aussi variées que de gérer la fonction publique hospitalière, gérer tout la régulation des professions de santé, et puis aussi définir les conditions techniques de fonctionnement et les modèles de financement pour le secteur hospitalier. On est 300. Voilà, mais ce n'est pas le sujet. La stratégie nationale de santé, c'est un peu, le début va être un peu gris, mais je vais essayer de faire ressortir les messages clés. La stratégie nationale de santé a une finalité, c'est d'améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités de santé. C'est un travail interministériel, ce n'est pas le ministère de la Santé qui s'en occupe, c'est offrir un cadre commun pour l'ensemble des politiques publiques. Vous le savez, on dit, vous ne savez peut-être pas, mais on dit que grosso modo, le système de santé compte que pour 15 à 20% de la santé de la population. La santé, c'est aussi l'emploi, c'est l'éducation, c'est l'habitat, c'est tout un tas de politiques publiques qui parfois impactent davantage que le soin. Donc c'est important de faire en sorte que les questions de santé soient présentes dans toutes les politiques publiques et pas seulement celles que nous portons en propre. Donc la stratégie nationale de santé, concrètement, fait l'objet d'une concertation avec tous les ministères et tous les acteurs, et elle est adoptée par le Premier ministre. Elle le sera normalement, sauf coup de théâtre, le 19 décembre. Elle doit offrir une vision stratégique. On n'est pas censé descendre trop bas dans les objectifs et il faut rester vraiment à des grands axes. Au final, on a près d'une 50aine quand même, ce qui fait un peu, en termes de priorité, fait réfléchir, mais notre champ finalement est quand même assez vaste. Derrière, alors ça c'est vraiment de la planification sanitaire et Norbert en parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi cette stratégie nationale de santé qui doit inspirer les PRS au niveau des régions et puis toute la planification régionale en matière de santé. Vous êtes un peu moins concerné en tant que médecins libéraux. Peut-être que tu expliques ce que c'est les PRS. Projets régionaux de santé. Donc c'est le travail réalisé par les agences régionales de santé qui élaborent un diagnostic,
qui définissent leurs priorités et qui derrière font un certain nombre de schémas. Un schéma pour les soins ambulatoires notamment, un schéma pour l'hospitalisation qui va recouvrir toutes les activités soumises à autorisation. Il y en a 18 dans le secteur de l'hôpital, la chirurgie, la médecine, la cancérologie, l'imagerie en coupe, j'en passe. Donc le programme régional de santé, c'est ce gros outil de planification régionale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça va vous paraître un peu lointain peut-être. Alors, on est obligé de faire une stratégie nationale de santé. On est obligé. Ça paraît être cohérent de se dire on va se projeter pour les 5 années qui viennent et essayer de définir quelques priorités. Mais on est aussi obligé parce que c'est maintenant inscrit dans la loi. Et la loi va un peu plus loin, elle définit le contenu, je vous ai dit, il faut donner les domaines d'action prioritaires. La loi aussi impose que cette stratégie nationale de santé ait un volet politique de santé de l'enfant et un volet sur les Outre-mer. La loi va un peu plus loin, elle prévoit quelques grandes étapes. Je vous en prie, Monsieur Nabé, de venir vous asseoir avec nous. Bonjour, Monsieur Nabé. Donc, la loi prévoit aussi quelques grandes étapes dans son élaboration, et notamment l'élaboration préalable d'un état de santé de la population par le Haut Conseil de la santé publique, et puis une consultation publique, notamment de la Conférence nationale de santé, qui est l'organe national de démocratie en santé. On y voit tous les représentants, toutes les parties prenantes, et notamment les représentations des usagers. Donc voilà, ça c'est ce que dit la loi. En juillet, le Haut Conseil de la santé publique a rendu son rapport sur l'état de santé de la population, donc étape préalable dans l'élaboration de la SNS. On y retrouve des choses qui ne sont pas des surprises et qu'on connaît bien. Le fait qu'on a un pays dans lequel on a une bonne espérance de vie, on est vraiment au sommet du classement des pays de l'OCDE, mais on est marqué par un certain nombre de faiblesses, et notamment une espérance de vie en bonne santé qui est moins bonne que dans les autres pays. Alors l'espérance de vie en bonne santé, c'est l'espérance de vie jusqu'où on n'a pas d'incapacité majeure. Donc on a une espérance de vie en bonne santé qui est moins bonne ou qui se rapproche tout juste de la moyenne de l'OCDE. C'est un peu la même chose, on a une mortalité évitable, une mortalité prématurée évitable importante en France. C'est-à-dire tous ceux qui meurent avant 60 ans, et notamment chez les hommes, on a une mortalité prématurée évitable importante. Et puis on est marqué par d'importantes inégalités territoriales et sociales de santé. Selon qu'on soit ouvrier ou cadre, selon qu'on vive en Bretagne ou dans les Hauts-de-Seine, on n'a pas la même espérance de vie. Ça fait le lien avec ce que je vous disais en introduction, l'impact de toutes les politiques publiques sur la santé. Ça veut dire quoi ? Outre les problèmes d'inégalité, ça veut dire qu'on est vraiment un pays qui n'investit pas suffisamment dans la prévention. Et ça, c'est un fait qui est vraiment prouvé par cette mortalité prématurée évitable et par cette espérance de vie en bonne santé. Quelques chiffres, on va passer vite. L'espérance de vie totale est sans limitation d'activité à 65 ans. Pour les hommes en Europe. Donc on a l'espérance de vie totale à 65 ans, le nombre d'années qui restent à vivre quand on a 65 ans, on est tout à droite la France. Bleu clair, l'espérance de vie totale, bleu foncé, l'espérance de vie sans limitation d'activité. Donc vous voyez par exemple la Suède ou la Norvège, les pays nordiques, ont un écart qui est quand même bien moins important que le nôtre. Donc au-delà de vivre longtemps, essayons de vivre en bonne santé. La mortalité prématurée, le schéma est finalement pas très explicite. On a les hommes en bleu foncé, les femmes en bleu ciel. La flèche rouge de gauche, c'est la France, et celle de droite, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Vous voyez que pour ce qui est des femmes, c'est classé sur les femmes, sur les taux de mortalité prématurée des femmes. On est plutôt bien positionné, plutôt à gauche de la moyenne. Pour ce qui est des hommes, on est au niveau de la moyenne. Donc, problème surtout pour les hommes. Mais encore une fois, on n'est pas en peloton de tête, pas d'excellence en la matière pour la France.
une illustration des inégalités. Alors tout ça, c'est tiré d'un rapport de l'adresse sur l'état de santé de la population française, qui est assez bien fait. Ça détaille aussi par pathologie, il y a quelques focus, et c'est un gros pavé, il est à jour. Et il vient de sortir il y a quelques mois à peine. Voilà les taux standardisés de mortalité évitable par région. Alors si on descend à un niveau encore plus bas, au niveau infrarégional, on voit encore plus de disparités. Pratiquement d'un bloc à l'autre, en fait, hein, d'une ville à l'autre, dans les zones urbaines, pratiquement d'une rue à l'autre. Si on découpe l'Île-de-France, c'est assez, on voit des écarts encore plus importants, par exemple. Bon, conclusion, mieux vaut être en région Rhône-Alpes qu'en Bretagne, ou encore une fois, le Nord-Pas-de-Calais, pas très bien positionné. Et le pourtour méditerranéen, bon, sympa, ça va. Intermédiaire, on est bien. Alors, au-delà de ces constats sur l'état de santé de la population, le Conseil a interrogé, à regarder tout un tas de données et à classer finalement, à identifier 4 grandes menaces pour notre système de santé. C'est autour de ça aussi qu'on va structurer la stratégie nationale de santé. La première menace pour notre système de santé, alors c'est une menace, c'est une perspective lointaine, mais dès à présent, c'est l'augmentation de l'exposition aux polluants et aux toxiques. Donc la question environnementale, la question du réchauffement climatique, et puis toutes les questions des expositions ténues et très faibles, mais sur le long terme. La question aussi des cocktails, qui sont autant de choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de données, puisque les effets de toxicité, on les connaît plutôt étudiés sur des doses importantes sur une exposition courte. On connaît mal les effets de long terme sur les expositions infimes, et on connaît mal aussi ce qu'on appelle l'effet cocktail. Une augmentation et une reprise d'un certain nombre de risques infectieux. Derrière, c'est la baisse de la couverture vaccinale. Derrière, c'est la circulation des vecteurs, le moustique tigre, je ne sais pas quoi encore. C'est aussi la résistance aux antibiotiques, et ça, je pense que vous êtes encore très concerné par ce risque-là, hein, des résistances aux antimicrobiens. J'imagine que dans la pratique, vous en voyez. J'imagine que vous posez toujours la question avant de prescrire les antibiotiques. Est-ce qu'il le faut vraiment? Enfin, j'imagine, je pense. On va pas dire non. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, on est concerné. Alors, c'est vrai qu'il y a la santé, mais quand même, les gros consommateurs d'antibiotiques, c'est quand même la santé animale, les élevages, et puis aussi le phytosanitaire, hein, qui utilise pas mal d'antimicrobiens, d'anti-infectieux. Le troisième risque, ça aussi, je pense que vous le vivez au quotidien, c'est l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. On a vécu toutes nos études avec l'arrivée des baby-boomers, les retraités, la croissance des personnes âgées, des maladies chroniques. Mais là, franchement, c'est un tsunami. Je pense que tout le monde est concerné par ces cas complexes dans son quotidien. Et donc l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques est un risque pour le système. Aujourd'hui, ça compte bientôt pour les 2/3 des dépenses d'assurance maladie, mais surtout, on a un système qui n'est pas fondamentalement organisé pour les prendre en charge, confère tous les problèmes de coordination, tous les problèmes de réhospitalisation, toute la complexité et la fragilité auxquelles vous faites face au quotidien. Quatrième menace, et ça c'est assez intéressant parce que c'est là pour le coup une menace nouvelle. Bon, on commence à entendre ce discours sur les risques associés au système de santé. On commence à avoir un discours qui va au-delà de l'erreur médicale. Et on se rend bien compte que la iatrogénie, on se rend bien compte que notre métier est un métier à risque, qu'on fait courir des risques aux gens finalement, que les médicaments sont potentiellement dangereux et qu'on peut provoquer de la iatrogénie. Non pas à chaque patient, mais comme on en voit beaucoup. Au final, on finit toujours malheureusement par risquer de devenir iatrogène. Donc les risques associés au système de santé, c'est un nouveau risque qui a été mis en avant par le Haut Conseil. Alors là, pas de panique, je vais aller super vite. Sur cette base, donc sur ces travaux et sur les résultats de la concertation, la ministre a défini 4 grandes priorités pour la stratégie nationale de santé. Sa première priorité, c'est prendre le virage de la prévention.
dans tous les milieux, tout au long de la vie. Donc promouvoir des comportements favorables à la santé, promouvoir des conditions de vie et de travail favorables à la santé, et mobiliser les outils de prévention du système de santé. En pratique, quelques exemples. Ça va être la promotion de l'activité physique régulière. Ça va être la lutte contre les pratiques addictives, la lutte contre le tabagisme. Une des premières décisions qui a été prise est celle de la hausse programmée sur 3 ans du prix du tabac. Voilà des exemples concrets. Mobiliser les outils de la prévention du système, c'est renforcer la protection vaccinale. On est passé de 4 vaccins obligatoires à 11 obligatoires. J'ai mon anti-sèche ici. De 3 vaccins obligatoires à 11 vaccins obligatoires dès le 1er janvier 2018. Voilà le nouveau calendrier vaccinal que vous recevrez bientôt de Santé publique France. Vous avez la petite roue là dont on a tous besoin. Deuxième grande priorité pour la stratégie nationale de santé, c'est la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à l'offre de santé. Encore une fois, il y a eu des engagements du président de la République sur l'accès aux prothèses dentaires et auditives, sur l'optique médicale. Les travaux sont lancés. Et puis, il y avait aussi des engagements qui ont été pris et qui ont débouché le 13 octobre dernier sur la présentation d'un plan pour l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, dont on a une déléguée à la tribune. Ce plan d'accès, ce plan pour l'accès aux soins, il va chercher à agir sur plusieurs leviers. Le premier, c'est d'essayer de lever tous les freins qui existent pour avoir du temps médical disponible. C'est assez large, mais ça veut dire quoi? Encourager l'exercice mixte, faire en sorte que les médecins, par exemple hospitaliers ou qui exercent en PMI ou qui ont une activité salariée, puissent facilement aussi donner de leur temps pour aller exercer dans les territoires fragiles. C'est faciliter le fait d'avoir un cabinet secondaire, c'est promouvoir des actions qui permettent à des libéraux installés d'aller exercer une partie de leur temps dans des zones sous-denses. C'est aussi promouvoir les pratiques avancées et les coopérations entre professionnels. Pour l'accès aux soins, on compte beaucoup sur le digital. Encore que dans certains déserts médicaux, c'est aussi des déserts digitaux, donc d'où le côté interministériel de cette stratégie. Et puis, c'est un peu dans la tonalité de l'action publique, c'est essayer de faire confiance aux acteurs, se dire que finalement, ils ont les solutions et qu'il faut plutôt les soutenir, leur offrir un environnement favorable et puis supporter un peu leur projet. Ça, c'est le rôle des ARS notamment. Je me tourne vers mon voisin qui opine. Troisième priorité, la pertinence et la qualité des prises en charge. Donc encore une priorité importante pour la ministre. Elle a beaucoup parlé de pertinence. Elle a parlé de 20 à 30% d'actes qui étaient non pertinents. Moi, dans mon travail au quotidien, j'exerce encore un peu, mais dans mon travail de bureau au quotidien, je pense que j'ai plus que 20 ou 30% de non-pertinence. Donc, vous ne vous sentez pas stigmatisé. Je pense que dans toutes les activités humaines, il y a de la non-pertinence. Et plus on est dans les activités complexes, plus il y a de la non-pertinence. En tout cas, la troisième priorité, c'est qualité et pertinence des prises en charge. Alors, on a des gros enjeux sur... je vous disais tout à l'heure, on a un système qui n'est pas adapté pour prendre en charge les pathologies chroniques. Donc, on a un enjeu assez important de modifier un peu l'organisation du système. Donc on a l'ambition de structurer un peu différemment les soins primaires, s'appuyer évidemment sur l'exercice coordonné. On a encore du travail à faire sur l'hospitalisation. C'est écrit structurer l'offre en établissement de santé. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu l'actualité des hôpitaux. Pour les publics, il y a les groupements hospitaliers de territoire notamment. On va revoir le régime des autorisations. Enfin, il y a un certain nombre de chantiers assez lourds. Développer une culture de la qualité et de la pertinence. On va essayer de faire en sorte de travailler à de nouveaux modèles de financement. On sait que le financement à l'acte pousse plus au volume que d'autres modes de financement et facilite moins le fait de s'interroger sur d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler ensemble. On est vraiment incité mécaniquement à plutôt faire du volume. Donc cette culture, ça va, et ce développement de la qualité, ça va notamment passer par des incitatifs financiers nouveaux. Et on a un enjeu fort qui est celle de la qualité de vie au travail.
C'est le troisième volet de cet axe-là. Donc, travailler sur la prévention des risques psychosociaux, renforcer la médecine du travail, travailler aussi, peut-être plus pour les hospitaliers, sur le management médical, faire en sorte qu'il y ait plus d'équité au sein des équipes, que chacun puisse développer ses projets, que les conflits soient gérés, etc. Donc, prendre soin de ceux qui soignent. Et puis, dernière grande priorité de la ministre et de la stratégie nationale de santé, soutenir l'innovation. Alors, l'innovation, notamment en matière d'organisation. Alors, l'innovation en matière d'organisation, je ne sais pas très bien ce que c'est. J'ai l'impression que c'est tout ce qui... toutes les organisations qu'on aimerait bien mettre en œuvre, mais qu'on ne peut pas parce qu'on n'est pas payé pour le faire et que le Code de la santé publique ne l'autorise pas. Donc, tout ce qui vient un peu être freiné par notre modèle de régulation, c'est innovant. Ce n'est pas seulement du digital, c'est aussi une façon de travailler avec les paramédicaux, par exemple. Donc l'innovation en matière d'organisation va être encouragée, et ça a fait l'objet d'un article dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, article ex-35, maintenant 51, qui va permettre de financer vos organisations de manière dérogatoire. Si par exemple vous avez un projet dans vos territoires, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme projet, de travailler sur telle ou telle pathologie, tous ensemble avec le pharmacien, avec les infirmières, on peut trouver un modèle pour financer différemment cette activité, que vous ayez intérêt à y aller, que le temps que vous investissiez, qu'il ne soit pas uniquement du volume ou de l'acte, puisse aussi être valorisé. Donc l'article 35, ex-35, on y met beaucoup d'espoir. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est du détail, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Des questions? Merci Maxime. Comme vous le voyez, c'est assez dense la stratégie nationale de santé, mais c'était intéressant qu'on vous la présente maintenant parce que c'est vraiment, je pense, ce qui va guider le ministère sur les 5 années à venir et indirectement la stratégie en région. Je vous laisse s'il y a déjà des questions. Sinon, ah non, c'est juste... Donc tu disais, ça va paraître le... Ah pardon. Oui, bonjour. Écoutez, je suis ravi d'entendre vos propos. Je suis médecin généraliste dans le Var, donc région PACA, et j'ai soumis à l'ARS PACA un projet de SP qui est très concret, c'est-à-dire ce que vous dites, là, des modes de fonctionnement innovants, médecin généraliste, diététicien, ostéopathe, éducatrice en sport. Et le projet de santé, c'est la prévention et la prise en charge des pathologies liées à l'obésité et au surpoids. Donc voilà, c'est un projet que j'ai déposé, fait une demande à l'ARS PACA pour une aide justement structurelle et pourquoi pas financière. Enfin, on verra avec Norbert Nabet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça va se concrétiser? Parce que comme tu disais, c'est juste peut-être des axes stratégiques, mais c'est quoi la suite en fait de cette stratégie nationale de santé? Une fois qu'elle sera publiée, bien sûr. Vous étiez de mèche Non, ok. Je ne peux pas faire une réponse langue de bois. Il y a encore pas mal d'incertitudes sur la façon dont tous ces projets vont être instruits et financés. Une chose est sûre, c'est que le législateur a prévu 2 voies. Des priorités nationales, où on va appeler des projets. Par exemple, on veut qu'il y ait des organisations innovantes sur l'obésité. Ça va être la voie royale, parce qu'il va y avoir des processus d'instruction assez accélérés, notamment parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui doivent donner leur avis. La HAS doit dire, bon, scientifiquement, ça tient la route, on ne fait pas courir de risques aux gens. L'assurance maladie, qui doit dire, bon, grosso modo, on en a pour notre argent. Et donc, si on rentre dans le cadre d'appel à projets un peu descendants, il va y avoir des processus d'instruction assez rapides. Je pense qu'il y aura aussi des processus d'instruction assez rapides mais peut-être un peu plus complexes pour les projets qui remontent. C'est-à-dire, on n'est pas dans les axes, mais nous, professionnels, on estime qu'il y a un truc à faire et on veut se mobiliser. Là, la mécanique d'instruction, je ne peux pas vous la dire encore. La seule chose que je peux vous dire, c'est soyez raisonnablement patient quand même, mais c'est vraiment... on a l'exigence d'aller vite. On sent que maintenant, ça suffit les expérimentations où
on prévoit de les faire, 3 ans après, il y a un cahier des charges, machin, etc. Et puis après, on est passé à autre chose, tout le monde est découragé. On sait qu'il y a un enjeu fort dans l'instruction. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors j'ai noté un point, c'est vous avez dit on va essayer d'être rapide sur les projets qui remontent. Ça veut dire qu'il va y avoir des projets qui descendent ? Question piège là. Il va y avoir des projets qui vont être appelés. Il va y avoir des priorités nationales. C'est ces projets-là qui... c'est pas les projets qui descendent, mais c'est les priorités. Bonjour, je m'appelle Virginie Degré, je suis médecin généraliste installée en Haute-Savoie. Moi, je voulais revenir sur... je sais que c'est pas vous qui avez décidé de tout ça, mais sur la vaccination obligatoire, je pense comme beaucoup de mes confrères, moi, je m'interroge beaucoup sur ce côté... on veut développer les plans d'action de prévention, mais on fait une loi qui va rendre obligatoire, donc tout de suite, il va y avoir un effet, ça coûte rien. Mais nous, ce qu'on a besoin dans les cabinets, c'est pas de dire aux gens c'est obligatoire, c'est d'avoir des moyens pour leur expliquer à quoi ça sert de se faire vacciner. Et j'ai pas l'impression que la communication autour de la vaccination est réellement, enfin qu'on est vraiment en appui aujourd'hui sur un plan, sur ce qu'on nous a annoncé. Je pense qu'il faut les deux et rendre... alors, déjà, pour que la vaccination soit collectivement efficace, il faut qu'on atteigne un taux de couverture de 80%. Quand on décide de ne pas se vacciner ou pas faire vacciner son enfant, on fait peser un risque sanitaire sur l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut effectivement du support et puis du matériau pour convaincre les gens, mais je pense qu'il y a besoin d'un discours aussi politique fort qui dit il faut se faire vacciner, c'est safe, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut qu'il y ait une parole à un moment qui soit assez forte, sinon le doute s'insinue, y compris chez les professionnels de santé, sur faut-il y aller, pas y aller, est-ce que c'est dangereux, machin, etc. Donc c'est aussi une façon de dire, il faut y aller, c'est sans risque. Moi, je ne dis pas que je suis opposée à cette vaccination obligatoire, mais je dis simplement que ça a levé beaucoup de boucliers également chez des médecins. Du coup, ça divise encore chez nous l'intérêt de ça, et du coup je pense que les patients sont perdus dans tout ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que il me semble pas que c'était le rapport justement sur l'enquête qui avait été faite autour de cette vaccination auprès des usagers et toutes les personnes concernées par la vaccination ne prônait pas justement, c'était pas l'obligation vaccinale, c'était pas ça les conclusions du rapport. Même pour aller un peu plus loin que le débat sur la vaccination, qui reste encore très polémique dans la médecine générale, et ça fait un an qu'on le fait, c'est comment vous allez, politiquement, comment faire quand là vous avez une stratégie nationale de santé qui se veut une concertation du Haut Conseil de la santé publique, puis il y a eu la concertation citoyenne où sur un site internet chaque personne pouvait faire des commentaires sur la SNS, et d'un seul coup il y a un tombé politique qui dit faut faire ça. Donc comment nous, on va pouvoir comprendre, soutenir ce genre de stratégie, de politique publique qui se veut en concertation et avec des tombées politiques ? Eh bien, Duralex, Sedlex, non, je plaisante, je plaisante. Nous, en tout cas, on ressent en région PACA ce que vous venez de dire, madame, c'est-à-dire qu'il manque pour les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, les gens qui sont interrogés, les pharmaciens régulièrement sur la pertinence, la sécurité, la qualité. Tout le monde a en tête encore les débats sur la vaccination antigrippale de 2009 ou 2007. Ouais. Et 2009. Ouais. Et donc, nous, je sais qu'il va y avoir Santé publique France va faire, mais ça, Maxime, tu le sauras mieux que moi, une très grosse campagne de sensibilisation, de communication et fournir des outils. Mais nous, par exemple, en région PACA, donc avec les unions régionales des professionnels de santé, les ordres et le CRES et l'ORS, l'Observatoire et le Comité régional d'éducation à la santé, on va essayer de conduire, on va conduire un travail de recherche, ou en tout cas de marketing social, avec des agences spécialisées pour essayer de trouver, d'identifier les questions les plus fréquentes, les questions les plus déstabilisantes, ou en tout cas les plus mobilisantes pour
les parents ou les stabilisantes pour les professionnels de santé, et puis d'essayer d'élaborer des éléments de réponse, une stratégie, une manière d'aborder les choses, une manière de vendre le dispositif législatif. Alors ça nous intéresse, nous, évidemment, beaucoup, parce que le sujet de la vaccination est historiquement sensible. D'ailleurs, je trouve qu'il est... Enfin, d'habitude, on a des débats beaucoup plus homériques sur ce genre de sujet. Je trouve qu'il y a quand même une acceptation globale qui est supérieure à celle qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Moi, je suis plus du tout dans les cabinets, mais enfin, de l'extérieur, c'est l'impression que ça donne. Et c'est intéressant aussi pour les autres politiques publiques, vous voyez, parce qu'on se pose la question, nous, de voir, puisqu'on est quand même confronté directement un petit peu plus qu'à la DGOS, à la mise en œuvre opérationnelle des mesures. Et ça nous intéresse aussi au titre de comment est-ce qu'on développe cette compétence qui permet de déployer la pédagogie suffisante pour se faire comprendre et faire en sorte que les gens adhèrent. Et adhèrent et deviennent du coup les opérateurs du changement vraiment, quoi. Et moi, à titre personnel, et ça, c'est pas du tout un discours institutionnel, mais je trouve que de temps en temps, sur des mesures fortes et symboliques, c'est pas mal aussi qu'on franchisse un cap, quoi. Et notamment sur la vaccination, à un moment on se dit, bon voilà, je suis en responsabilité, ça fait des années qu'on vaccine, ça fait la santé de la population mondiale a cru quand même de manière considérable grâce à ce genre de choses. Il y a un niveau de sécurité sanitaire qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire. Je pense qu'on peut prendre le pari qu'on va faire un bond significatif à la population si on étend la couverture vaccinale, et voilà, maintenant c'est fait, on travaille autour de ça. Bon, enfin, nous en tout cas, avec nos partenaires directs, on a plutôt un bon accueil sur ce sujet-là, même si les gens disent exactement ce que vous dites, on craint qu'on a besoin d'eux parce qu'on va être assailli, et on est assailli régulièrement sur le fait que, et alors le danger, alors est-ce que c'est vraiment bon, et alors les autres, etc. Et je pense qu'on a à travailler sur ces aspects, quoi. Oui, bonjour. Je suis Virginie Siot, je suis médecin généraliste installée dans le nord de la France, justement, grande région un peu en difficulté. J'avais remarques et questions. J'aurais bien rajouté, moi, dans vos 4 axes prioritaires, le monde du travail. Parce que là où j'exerce, si les patients viennent nous voir, c'est que globalement, ils ne vont pas bien. J'ai bien été d'accord avec vous sur votre premier axe par rapport aux polluants et toxiques. Comme quoi l'environnement, en fait, la santé, c'est quelque chose de très général et que l'environnement joue énormément. Moi, je travaille dans un endroit où les gens vivent dans des maisons qui sont parfois précaires, qui sont soumis à l'humidité. Le monde du travail est parfois très, très compliqué et on se retrouve à traiter et à mettre des arrêts de travail pour des troubles musculo-squelettiques, pour des burn-out. Et je trouve que prendre en compte cet aspect-là dans la santé, il est plus qu'important. Je ne sais pas comment vous travaillez avec les autres ministères par rapport aux risques environnementaux qui sont partout, aux toxiques, et aussi avec le travail, parce que les gens, ils font quoi la journée? Ils vont travailler. Ça ne se passe pas forcément bien. Ils en ont aussi des conséquences que nous, on récupère derrière en consultation. C'est pleinement intégré dans la stratégie nationale de santé. C'est pas pour ça que ça va être fluide, mais c'est vraiment le sens de ce travail interministériel. Et si vous regardez bien, dans notre axe 1, la problématique du travail est quand même assez présente. Promouvoir la santé au travail, réduire l'exposition aux pollutions extérieures, aux substances nocives, on a aussi d'autres axes sur le retour à l'emploi des patients chroniques, et notamment atteints ou guéris du cancer. Donc le ministère du Travail est complètement associé. On pourra reprendre une phase de questions, on va passer juste à la suite. Et réagir dans tout ça. Parce que voilà, pourquoi on a décidé de vous présenter cette stratégie nationale de santé? Est-ce que nous, réagir, on a un impact, ou est-ce qu'on a enfin été un peu entendu, ou est-ce que nos idées qu'on fait remonter? Alors c'est sûr qu'on n'a pas les 4 axes de la stratégie nationale de santé comme dossier au sein de Réagir. On est avant tout un syndicat de jeunes médecins et on travaille avant tout sur l'organisation de la profession. Donc je voulais faire un petit comparatif entre notre stratégie nationale de santé, en quelque sorte, qu'on a appelé le pacte des jeunes généralistes pour l'élection présidentielle, qu'on a fait paraître fin janvier. D'où on est beaucoup plus modeste, on a 3 axes et 10 propositions. Au lieu des
4 axes, 11 domaines d'action prioritaires et 43 objectifs nationaux. Mais comme je vous le disais, on ne fait pas tous les champs d'action que vous avez mis dans la stratégie nationale de santé. Le premier axe, je vous rappelle vite fait, parce que là, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'administrateurs qui connaissent ça, mais je pense que c'est surtout pour vous deux que je vais faire la traduction de ces mots. C'était améliorer l'accès aux soins pour tous, donc soit en assurant d'une part l'accès géographique de tous aux soins. Ça, je pense que vous nous avez suffisamment peut-être entendu parler, mais nous, les jeunes médecins, on ne laisse pas tomber les patients qui ne trouvent pas de médecin, et on sait qu'il faut qu'on réorganise l'accès aux soins dans les territoires. Et Réagir, ça fait déjà au moins 3 ans que c'était déjà saisi ce dossier. On avait fait des documents de proposition là-dessus, sur régulation ou liberté d'installation. Donc, on a travaillé là-dessus et on disait qu'améliorer l'accès géographique, c'est aussi travailler sur les territoires avec tous les acteurs concernés, par exemple. Garantir l'accès aux soins de tous, c'est aussi sans discrimination économique. Ça a été le sujet de notre table ronde d'hier après-midi. Sur les freins à l'accès aux droits, à l'accès à la santé. Et ça, on va communiquer dessus. On a fait ce travail-là pendant 1 année avec nos administrateurs pour développer et sortir un document de proposition sur ce sujet qui sortira dès la semaine prochaine, mais qu'on va finir de travailler ce week-end. Développer l'accès aux soins, c'est aussi utiliser les nouveaux outils numériques. Mais qui dit nouveaux outils numériques, dit donner des clés sur une utilisation responsable des données de santé. Nous, on est une génération qui utilisons les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et je crois qu'il y en a maintenant un 5e, mais je ne me rappelle plus, quotidiennement, où on se pose beaucoup de questions sur la récupération de nos données, et d'autant plus pour nos patients et pour notre pratique sur les données de santé. Donc, promouvoir le numérique, c'est aussi déjà dès maintenant mettre cette précaution dès le départ, dès qu'on veut utiliser les numériques. L'autre axe, c'était améliorer l'organisation des soins. Donc, on est un syndicat qui représente des remplaçants. Et donc, on tient à ce que les remplaçants participent au système de santé. Enfin, c'est ce qu'ils font déjà, mais surtout qu'il y ait une reconnaissance de cette participation. Et on sait qu'on a des études qui montrent que les remplaçants participent majoritairement à la permanence des soins, de principe, par le fait qu'ils participent à la continuité des soins, pour pouvoir assurer que les cabinets médicaux soient ouverts même pendant les vacances. Bref, c'est bien de les utiliser, mais ça serait aussi bien de reconnaître leur valeur. On est aussi sur un axe qui est majeur pour réagir, puisque c'est là-dessus qu'on s'est fondé. C'est de créer un véritable régime de prévoyance pour les jeunes médecins. 90 jours de délai de carence pour avoir le droit à la CARMF, l'assurance prévoyance obligatoire, non-affiliation à la CARMF des remplaçants non thésés, à l'absence de l'avantage supplémentaire de maternité pour les remplaçants, même si l'ASM, ça a permis maintenant, même pour les papas, les mamans et les couples en adoption, d'avoir des compléments de revenus pour pouvoir plus sereinement lâcher leur cabinet pour s'occuper de l'arrivée de l'enfant. Tout ça, il y a encore des choses qui sont à changer, et il y a des choses très très pratico-pratiques qui pourraient être changées, qu'aurait dû être lors du PLFSS 2018, mais qu'on n'a pas vu passer. C'était la fameuse limite des 30 jours de remplacement avant de s'inscrire au régime PAMC, qui était annoncée et qu'on n'a pas vu passer. Donc peut-être on aura l'année prochaine, ce qui permet d'éviter des petits soucis dont vous avez dû discuter avec Vanessa tout à l'heure, sur la prévalence des jeunes médecins. Faciliter l'installation des jeunes médecins, vous pouvez discuter avec toute personne qui s'est installée. Le marasme administratif de l'installation, les difficultés qui se posent et pas forcément d'interlocuteurs à trouver pour nos questions, ou en tout cas plein d'interlocuteurs mais qui se contredisent et que ça fait longtemps qu'eux-mêmes se sont installés, donc ne connaissent plus le système. Il y a des choses à faire. Comme tu le disais, Maxime, faciliter l'exercice mixte, et aussi de l'autre côté une demande des libéraux de faire une activité autre que simplement du libéral, et d'aller faire de l'ambulatoire dans un cabinet de médecine générale.
c'est aussi d'aller faire en effet des vacations de PMI, de travailler dans les maisons d'accueil spécialisées, de travailler dans les EHPAD. En fait, il faut... C'est comme le fameux virage ambulatoire. On a dit on a fait le virage ambulatoire, mais en fait on l'a fait à l'hôpital. Pareil, si l'exercice mixte, on ne le fait que pour les salariés des hôpitaux, ça serait dommage. Et bien sûr, le fameux développer la diversification des modes de rémunération. C'est une demande des jeunes médecins depuis très longtemps de ne plus être que sur l'acte et la production de soins par... comme tu le disais Maxime, un appel à d'augmenter les actes pour pouvoir être rémunérés. On a certes maintenant un peu plus de forfaits quand on est installé, pas quand on est remplaçant, mais c'est pas tout. Et vous l'aviez vu, la dernière convention médicale qui avait été signée, on avait co-signé un communiqué de presse, tous les structures de jeunes médecins, comme quoi on n'était pas complètement satisfait de cette convention médicale parce que à nouveau, elle ne se focalisait que sur l'acte et ça bloquait l'évolution des autres modes de rémunération. Enfin, le dernier axe, c'était améliorer la pratique professionnelle et développer la filière universitaire de médecine générale, développer la maîtrise de stage ambulatoire, les stages extra-hospitaliers très tôt dans les cursus et la recherche en soins primaires. Mais aussi assurer la formation et la certification des médecins tout au long de leur carrière. On est des médecins spécialistes de médecine générale, on n'a plus besoin de nous convaincre pour l'être puisqu'on est né de ces cursus-là. Et par contre, on a la culture de la formation, on a la culture de se dire, eh ben oui, des fois, il faut peut-être se poser la question si on est toujours bon médecin généraliste, est-ce que c'est ce qu'on appelle la certification. Donc c'était ça nos 10 axes de stratégiques qu'on a développés, qu'on avait présentés aux candidats à l'élection présidentielle. Et on va voir ce que ça donne, si ça a été ou plus ou moins repris dans la stratégie nationale de santé. Sur les 43, je sais plus, le nombre de propositions qu'on a vues passer dans la stratégie nationale de santé, il y en a quelques-unes qui font plaisir. Par exemple, renforcer l'accès aux droits sociaux, à la couverture maladie. Ça, c'était nos administrateurs avaient d'eux-mêmes trouvé ce genre de proposition dans le document qu'on va faire paraître. De développer les maisons de services au public pour pouvoir trouver des interlocuteurs en région, dans les départements, pour répondre aux questions sur des assurés et comment faire les démarches. De simplifier les démarches aux assurés via les téléservices. Encore faut-il avoir accès à Internet et d'avoir une suffisamment accessibilité de compréhension de ces services. Lutter contre le refus de soins par les professionnels de santé, vous l'avez écrit dans la stratégie nationale de santé, ça. C'était aussi une des propositions qui avait été relevée par nos administrateurs. On a le droit aussi de faire notre propre mea culpa et de dire que nous, professionnels de santé, on a des efforts à faire. Il est inadmissible d'entendre encore aujourd'hui des médecins qui refusent des patients qui ont la CMU ou l'ACS. Et ça, je pense que les administrateurs de Réagir le soutiennent. Et enfin, on avait aussi pointé qu'il fallait lisser les effets de seuil pour l'acquisition d'une complémentaire santé, de passer de la CMU à l'ACS, de l'ACS à rien du tout, alors que simplement c'est juste des niveaux de revenus à déclarer chaque année et que ça change. Je le vois très bien chez moi, par exemple, avec mes saisonniers qui ont une linéarité, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ce mot, de leurs revenus tout au long de l'année et que d'une année sur l'autre ne savent jamais s'ils peuvent avoir droit à ces couvertures maladie en plus. Donc ça, c'était bien repris dans notre axe qu'on avait développé, améliorer l'accès aux soins tout en garantissant l'accès aux soins de tous sans discrimination économique. Un des autres objectifs de la stratégie nationale de santé est de renforcer la présence médicale et soignante dans les territoires. Le fameux plan le plan de lutte des déserts médicaux, ou plutôt la mission sur l'accès aux soins dans tous les territoires, dont en effet j'ai été nommée une déléguée pour cette mission. C'est aussi diversifier l'exercice, donc c'est ce que tu disais, l'exercice mixte, partager les tâches au sein des équipes soignantes, réduire les tâches administratives, et développer la maîtrise de stage ambulatoire et stage extra-hospitalier. Bon, je ne vais pas développer, grosso modo, c'est du copier-coller de ce qu'on avait écrit. Donc, merci.
Faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover, ça aussi, ça a fait plaisir de voir ça. Parce que les politiques, où on décide tout seul dans sa tour d'ivoire, sans prendre en compte les acteurs du terrain, qu'ils soient des acteurs médicaux, médico-sociaux ou des collectivités locales, je pense ou des usagers. Merci Maxime. Je pense que c'est fini. Et donc il est inscrit que dans la stratégie nationale de santé qu'il faut avoir une vraie politique globale d'aménagement du territoire, qu'il faut faire découvrir les zones fragiles dès les études, qu'il faut s'appuyer sur les acteurs du terrain pour co-construire des projets. Et c'est peut-être là une des révolutions de cette stratégie nationale de santé. Et enfin que de l'argent va être donné via le Fonds national pour l'innovation territoriale. Et donc ça c'était ce qu'on proposait dans notre axe sur garantir l'accès géographique à tous. Alors c'est peut-être un peu dense cette diapo, excusez-moi, mais j'ai pas su faire autrement. Dans l'objectif de structurer les soins primaires pour assurer la continuité et la qualité des prises en charge, ça nous parle à chacun et en particulier aux remplaçants, comme je vous le disais. Par exemple, garantir une réponse aux demandes de soins non programmées. Donc ça, je sais qu'il y a une mission qui vient d'être lancée là-dessus, donc on verra ce que ça donne, le diagnostic et tout ça. Juste un petit mot, n'oubliez pas les remplaçants. Sinon, vous allez perdre un gros champ des professionnels qui assurent la continuité des soins et les demandes de soins non programmés. Soutenir les exercices coordonnés pour pouvoir faire autrement que tout gérer soi-même. Rémunérer au parcours de soins ou à l'épisode de soins. Ah, tiens, ça c'est différent de l'acte, on me dirait. Faudra peut-être nous expliquer ce que c'est le parcours de soins, l'épisode de soins. Je sais qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite sur la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique et comme tu le disais, au bout de 3 ans, en fait, c'est toujours pas en action. Et développer la recherche en soins primaires, ça c'est du texto, ce qu'on avait écrit dans notre document. Et enfin, faire progresser les compétences tout au long de la vie professionnelle, consolider le dispositif de DPC, adapter le contenu des formations en priorité de santé publique et à l'évolution des professions, et la recertification des compétences. Adapter le contenu des formations, pour avoir croisé il n'y a pas longtemps la directrice de la NDPC, elle s'est rendue compte que finalement de ne faire que des formations médicales, biologiques, biomédicales pures, et finalement ça avait un gros manque pour la profession et qu'il fallait développer un peu les autres aspects de l'exercice, de développer des formations peut-être pour prévoir les changements de carrière tout au long d'une vie. Donc nous, c'est ce qu'on fait à Réagir depuis longtemps, de la fin de l'internat au début de l'exercice en libéral et en ambulatoire. Chaque région prévoit ce genre de formation, parce que ce n'est pas assuré par toutes les facultés de médecine, par exemple. Mais peut-être aussi pour nos anciens, de prévoir le moment de c'est peut-être besoin d'une formation du passage à la retraite, et donc de prévoir la transition dans leur cabinet, pour ne plus entendre « moi je claque la porte et je me laisse mes patients dans la merde ». Donc voilà, et de voir ces mères qui viennent tracter même devant notre congrès pour trouver des jeunes médecins. Donc il y a des choses à faire au niveau des axes de thématiques de formation au sein du DPC. Et certifier les compétences. Alors la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'a dit au dernier congrès de l'Ordre des médecins, qu'elle a lancé le fait qu'il faut certifier les compétences. Et on sent que ça a peut-être changé parmi nos seniors, la perception de ça, parce qu'il y a quelques années, dès qu'on disait le mot certification, tout le monde se levait et disait « mais non, pourquoi on est des bons médecins, pourquoi vous voulez qu'on prouve qu'on est des bons médecins ?» Alors que comme je vous dis, nous, on a dans notre cœur de savoir qu'on a besoin d'être formés et de montrer que des fois, il faut toujours prouver qu'on est des bons médecins. Donc ça répondait bien à notre thème sur améliorer la pratique professionnelle en assurant la formation et la certification tout au long de la vie. Mais bien sûr, là, vous l'avez entendu, il y a des oubliés dans cette stratégie nationale de santé. Mais est-ce que ça fait partie de la stratégie nationale de santé ? En tout cas, je n'ai pas vu une ligne là-dessus. Les remplaçants, qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle reconnaissance vont-ils avoir ? Quelle participation dans le système de santé vont-ils avoir ? Pourtant, on parle souvent d'eux en sens, mais on ne comprend pas, ces jeunes médecins, ils font que du remplacement, ils ne s'installent jamais. Je tiens juste à rappeler qu'entre l'année dernière et cette année, il y a eu plus de remplaçants en médecine générale de moins de 40 ans, selon les chiffres de l'Ordre. On est passé de 3040 quelque chose à 3042.
Donc ça veut dire qu'il y a une entrée-sortie des remplaçants dans le système de remplaçants. Donc ça veut dire qu'ils sont utiles, mais qu'ils ne font pas ça toute leur vie. Et surtout, le système de prévoyance des jeunes médecins, qui est une vraie source d'insécurité pour rentrer dans l'exercice libéral. Au final, c'est peut-être bien c'est peut-être bien ou pas, hein, que ces deux axes soient oubliés, parce que, après tout, c'est ce sur quoi c'est construire et agir, les remplaçants et la prévoyance. Donc ça veut dire que notre syndicat a encore, je pense, quelques années d'existence, parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Quand on fait des choses pour défendre des lacunes, qu'est-ce qu'on fait ensuite quand il n'y a plus de lacunes? Donc voilà ce qu'on attendait. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ça, ou en tout cas, après, je vais juste prendre une question, voire deux, et puis après, on va laisser Monsieur Nabé répondre à juste quelques questions que j'avais à lui poser sur les ARS. C'est surtout pour préciser un peu, dire que je pense, moi je suis médecin généraliste installé depuis seulement 2 mois, donc j'ai effectué des remplacements pendant 5 ans. Et je pense que ce qui est important, c'est que au-delà de ces grandes décisions et de ces grands axes, nous au quotidien, dans les débuts d'exercice, le remplacement ou dans le début de l'installation, pour moi c'est limite déjà du passé, mais pendant toutes ces années, j'ai été confrontée à des petits détails qui ont pollué mon début d'exercice. Et donc je m'estime une rescapée de toutes ces étapes où, du coup, je me suis dit, je suis quand même arrivée jusqu'à l'installation. Ça aurait été dommage de se décourager. Pourtant, il y a eu plein de choses, et des petites choses, qui paraissent pas importantes aux yeux du reste des problématiques de santé, qui sont très larges, mais qui nous paraissent être d'une banalité à changer. Voilà. Donc je pense qu'à un moment, il y a des détails qui sont faciles à changer, et qui pourraient, du coup, donner une dynamique un peu plus positive à cette entrée dans l'exercice de la médecine générale. J'avais deux questions qui ne sont pas en lien direct avec ce que Sophie vient de présenter, mais plutôt de la discussion précédente. Par rapport à la concertation citoyenne qui a eu lieu, qu'est-ce qui a changé entre avant la concertation et après la concertation? Ce n'est pas une question piège, hein, c'est plus par curiosité de voir ce que les usagers et ce que les citoyens perçoivent de cette stratégie nationale. Et peut-être une question un tout petit peu plus polémique, est-ce qu'on pourrait avoir une précision sur le budget qui est alloué à cette stratégie nationale, et j'ai envie de dire le budget nouveau, pas le recyclage des fonds qui étaient déjà attribués précédemment sur les campagnes de prévention notamment précédentes? Je peux pas répondre à ça. Je ne vais pas commenter du coup la présentation de Sophie, qui a quand même vu le verre à moitié plein. L'action syndicale est un combat de long terme. Je pense quand même qu'il y a eu quelques avancées, et tu les as notées pour le statut des remplaçants, aussi pour la structuration de la filière universitaire de médecine générale. Je ne citerai pas les créations de maisons de santé universitaires, centres de santé universitaires, les créations de postes de chef de clinique de médecine générale. Mais en tout cas, les plusieurs milliers de remplaçants que vous êtes sont pris en compte et sont perçus, et c'est aussi le fruit de votre action. Sur, on commence par les sous. Il n'y a pas de budget dédié à la stratégie nationale de santé. C'est l'ensemble du budget assurance maladie et du budget d'État consacré à la santé qui est impacté par cette stratégie. On n'a pas d'enveloppe dédiée. On a quand même quelques avancées puisqu'on commence à identifier une sous-enveloppe dédiée à la prévention. C'est des travaux très préliminaires. Mais l'objet de la stratégie n'est pas d'alimenter avec de l'argent nouveau, mais bien de s'interroger sur ce qu'on fait des ressources qu'on alloue au système dans son ensemble. Vous avez une autre question, la première. Avant-après concertation. Honnêtement, pour l'instant, de ce que j'ai vu, parce qu'on est encore en train d'agréger à la fois les concertations écrites et à la fois les concertations qu'on a fait en réunion physique et aussi la concertation citoyenne, pour l'instant, moi, j'ai vu plutôt des détails modifiés. Par exemple, on a
banni tout ce qui était citoyen. On a mis usager ou parce que le système de santé ne soigne pas seulement les citoyens français. Sur le volet formation des professionnels, on a eu aussi quelques amendements où on cite de manière plus explicite les compétences complémentaires qu'un professionnel de santé doit acquérir pour développer son activité et pour la développer de manière totalement intégrée et harmonieuse avec son environnement. La concertation citoyenne a montré quand même que globalement les 4 axes prioritaires étaient validés. Merci Maxime. Il y a eu aussi un effet exutoire. Quelques verbatims sympas. On veut bien les lire des fois. Monsieur Nabet, vous nous disiez, Maxime nous expliquait que ça allait être décliné en programme régional de santé, cette stratégie nationale de santé. Apparemment, c'est pas sûr. Bon, on va voir. Des questions se posent, quoi. Comment, grosso modo, vous allez devoir la décliner en région? Est-ce que ça va changer des choses sur les actions qui sont déjà en cours, que peut-être certains ici sont déjà impliqués dans des actions régionales financées par les ARS? Est-ce que vous allez devoir dire à ces actions précédentes, non, on arrête de vous financer pour pouvoir financer les nouvelles? Et finalement, comment vous allez continuer à développer cette politique qui se veut de concertation en région, et avec les professionnels, avec les usagers, avec les collectivités? Moi je vais répondre pour la région PACA. Oui. Alors évidemment que la publication de la SNS apporte des modifications à la rédaction, en tout cas, et à la préparation des PRS. Bon, après, elle n'est pas... Il n'y a pas de rupture conceptuelle majeure dans l'orientation de la politique nationale de santé non plus. C'est juste, c'est pas juste, c'est l'affirmation volontaire de pas mal de principes. Et surtout, il y a énormément d'illustrations, d'exemples et de déclinaisons concrètes. Et ça, c'est vraiment très appréciable pour le coup, parce que ça renforce ou alors ça réoriente des discussions. Alors nous, la manière qu'on a de procéder pour la rédaction du PRS dans notre région, c'est déjà de ne pas en faire un document programmatique enfermant qui va être... qu'on va arrêter pour la période de 5 ans, mais on a pris l'engagement de le faire vivre et de l'évaluer et de le faire progresser de manière annuelle. Donc on fige l'état de notre réflexion tous les ans, et on republie un nouveau dispositif. Alors, ça évidemment, c'est plus ou moins d'impact selon que ce sont des activités à planification ou pas, mais enfin c'est le principe. Et donc on a fait tout un tas de ce qu'on appelle les instances collégiales régionales, dans lesquelles il y a les élus, les institutions, les professionnels, les usagers, représentations diverses sur chacun des axes prioritaires, des parcours prioritaires et des axes qui sont à décliner. On en a un paquet, puisqu'on en a une vingtaine. Et donc on introduit évidemment les éléments de la stratégie nationale de santé maintenant, au moment où elle sera publiée, même si on commence à les connaître. Il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de variations par rapport à ce qui a été transmis aujourd'hui, et donc les discussions vont bon train, et chacun y va moi je pense que ce projet-là du coup devient prioritaire, on ferait mieux d'écrire ça avant, on va l'écrire comme ça, on va prendre appui là-dessus, donc ça a une conséquence sur le document programmatique. Ça, c'est une première chose. Nous, j'estime que dans la région PACA, on a une démocratie sanitaire assez développée. On dépense beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour organiser des débats publics. On fait des agoras tous les 2 ans. On est en train de créer un réseau social régional pour permettre l'échange, le travail, la communication. Donc, on crée les conditions d'une réactivité importante. On crée les conditions d'une réactivité importante en matière de soins de premier recours également. Ça fait depuis 2009 que la région a une 3e commission de coordination. Vous savez, il y en a 2 dans les ARS, sur la prévention et le médico-social. Nous, on en a créé une depuis 2009 sur l'offre de proximité, qu'on va décliner au niveau départemental. Et là, le sujet, c'est échange, suivi des projets, réorientation, évaluation, etc. Donc, on fait tout pour avoir un système réactif, parce qu'on part du principe qu'on n'est plus dans une administration soviétique qui décide et qui attend que la vague passe après, mais que si on arrive, encore une fois, à développer de la pédagogie, à mettre à disposition des outils, les vrais acteurs, les opérateurs, donc les professionnels de santé, les corps intermédiaires, etc., ont un levier de transformation infiniment supérieur au nôtre, quoi.
à une action volontarisme, tiens, je vais fermer une MEX, je vais ouvrir un service 2. Enfin, c'est pas ça qui transforme réellement la santé des gens, c'est la volonté des opérateurs et de se saisir de leur sujet. Donc on essaie de créer ces conditions au maximum. Voilà, donc voilà un peu le dispositif qu'on construit, qui est construit déjà pour une grande partie. Et voilà, on va émettre ce PRS et on va faire le nécessaire pour le faire vivre et faire en sorte qu'il évolue régulièrement, avec le plus de transparence possible et le plus de participation des opérateurs. Et comment le médecin généraliste de base pourrait être au courant de ce que vous faites là? Parce que là, il y a quand même un petit biais de sélection avec les gens qui sont présents. Mais comment ça se concrétise pour un médecin dans son cabinet qui souvent ne lève pas le nez de ses patients et qui ne réfléchit pas sur aller voir plus loin de voir comment ça s'organise la politique dans sa région, enfin la politique de santé, j'entends. Bon, moi on va pas faire de miracle. S'il veut pas lever le nez, on va pas aller alors celui qui lève le nez. Non, mais on essaie d'avoir, encore une fois, avec les corps intermédiaires, on essaie d'avoir les meilleures relations possibles et de leur donner les moyens de diffuser un maximum de connaissances et d'associer un maximum de gens. Donc il y a des représentants officiels, les unions professionnelles. Donc on investit beaucoup dans nos relations avec les URPS. On vient de signer un CEPOM pluriannuel avec l'URPS médecin. On réfléchit à faire la même chose avec les kinés et les infirmiers. De toute façon, à ce qu'on arrive à faire tout un tas d'éléments de programmation dedans. Une des actions prioritaires du CEPOM médecin, c'est l'URPS a souhaité développer un observatoire qualitatif des pratiques. C'est-à-dire qu'au-delà de l'analyse des données statistiques qui permet le zonage notamment, ils ont souhaité se mettre sur du long terme à pouvoir recruter des gens pour faire du phoning et appeler les personnes pour savoir alors à quoi ça correspond, comment ça se passe, etc. Et donc on va essayer, ils se sont lancés d'eux-mêmes dans un travail de qualification des pratiques aussi, et puis pour tout ce qui concerne les pratiques avancées, les protocoles de coopération, essayer de voir où est-ce qu'on a des difficultés particulières et essayer de mobiliser les gens sur différents projets en fonction pour actionner les divers leviers qui existent. Alors après ça, on fait un peu de communication, mais évidemment, on utilise beaucoup les systèmes numériques, les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui fait de la communication garantie, comprise, surtout à grande échelle. Et on fonde pas mal d'espoir dans ce réseau social, encore une fois, qu'on a appelé Agora Social Club, qui normalement devrait être, il est en cours d'élaboration, et ça, ce sera un truc ouvert à tout le monde, pour le coup. Pas au grand public, mais à l'ensemble des professionnels de santé. Mais ça impliquera une démarche volontaire malgré tout, Nous, on va ouvrir là-dessus tous nos groupes de travail, de manière à désynchroniser le travail, à faire en sorte que le type qui ne peut pas arrêter de fermer son cabinet pour venir à la réunion bureaucratique de 14h30, malgré tout, il ait capacité à avoir connaissance des travaux en cours et d'interagir et de faire des propositions. Voilà, donc ça, on va en faire en sorte que ce ne soit pas la foire d'empoigne. On ne se lance pas dans l'inconnu non plus, parce que ce genre de dispositif existe dans la plupart des organisations industrielles et des entreprises. On n'est pas les seuls à avoir cette volonté d'information, de désynchronisation et d'implication. Donc ça, je pense aussi que ça devrait être un outil important. Et puis sinon, on est très légaliste. La CRSA, les CTS, on respecte les positions et les prérogatives des dispositifs existants. Il ne faut pas non plus que ça soit l'anarchie. Il y a une différence entre si on veut que la démocratie sanitaire produise, il faut qu'elle soit un petit peu organisée, c'est mon opinion. Ce que j'entends, donc, c'est que nous, remplaçants ou réagir, rien. Vu que nous ne sommes pas dans les URPS, c'est là-dessus, c'est dans ce genre de dispositif qu'on peut effectivement donner nos mots. Je pense que après ça, elles sont souveraines, ces organisations, et puis elles sont d'une maturité variable. Nous ici, on a de bonnes relations. Je ne sais pas du tout comment prendrait le président de l'URPS s'il fallait intégrer les revendications de Réagir. Il faut lui demander. Nous, en tout cas, si jamais une délégation de Réagir venait sonner à la porte de la RSPACA, elle serait reçue et entendue. Voilà. Je crois qu'il y en a quelques-uns par ici qui le feront. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Nabé ou à... là, on a un local. Oui, je peux aussi répondre pour l'URPS. Je suis membre de l'URPS PACA et je pense qu'une bonne idée dans le futur serait que les mandats des médecins, je ne sais pas si on entend, seraient limités à 2 mandats maximum. Je pense que ça amènerait plus de jeunes médecins, plus de médecins nouveaux qui ont des idées. Je pense que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on se l'applique à nous, mini-parlement de santé, aux URPS. Je pense que ce serait une bonne idée. Et sinon, ce que tu as dit était pertinent sur comment savoir ce qui se passe, comment on peut être financé, quels sont ce que l'ARS veut. Moi, j'ai compris que la ministre, je parlais de l'interview dans Agora le 22 octobre, où la ministre Agnès Buzyn a dit
Moi, mon rôle maintenant, c'est de prendre les projets qu'ont les professionnels de santé, et le rôle de l'ARS sera de faciliter et d'aider les gens à monter leurs projets. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est des sujets montants. C'est plus l'État veut que vous fassiez ça ou ça dans tel territoire. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et comment, vous avez parlé aussi d'appels à projets, comment nous, médecins de terrain, on peut être au courant des appels à projets qui peuvent nous intéresser. Voilà. Comment vous faites la communication des appels à projets? Parce que, par exemple, pour mon cas personnel, quand on a un appel à projet 15 jours avant la date limite, des fois, c'est un peu difficile de répondre à l'appel à projet, sauf si on est déjà une grosse structure, comme un réseau de soins, ou comme qui ont l'habitude de faire ça. Mais dans les soins ambulatoires, ça reste encore compliqué, les appels à projets. Je suis bien d'accord. Nous, on fait la promotion sur nos sites internet et auprès des relais institutionnels qu'on a. Et on n'a pas de lettres circulaires comme l'assurance maladie qui présente à chaque médecin un appel à projet, mais ça pourrait être une idée à creuser, quoi. C'est vrai, on s'adresse pas de manière systématique. Alors, jusque-là, on avait des appels à projets à date fixe. On va essayer de les synchroniser là, pour rendre ça plus lisible. Mais enfin, ça fait pas arriver la proposition de projet et d'accompagnement méthodologique jusque sur le bureau du médecin, qui pourtant a certainement des idées et des problèmes à résoudre, quoi. Mais c'est un sujet, quoi. Commentaire, Norbert a cité les lettres circulaires de l'assurance maladie. C'est certain qu'il y a peut-être des synergies à trouver dans les différents réseaux État et assurance maladie. L'assurance maladie a quand même une proximité avec les professionnels, capacité d'envoyer des dames, délégués à l'assurance maladie, capacité de s'adresser par courrier. C'est vrai que c'est aussi un bon levier de communication malgré tout. Et bien, ce serait une révolution si enfin les ARS, les assurances maladie, les professionnels de santé, les syndicats, tout ça, décidaient de travailler en synergie. Je pense qu'on serait tous contents et tous satisfaits. On va s'interrompre sur ce mot. Désolée pour la durée, mais c'était ça. Ce que je vous propose, messieurs, c'est juste de vous asseoir un petit peu devant, parce qu'on va clôturer ce congrès. Et si vous voulez y participer avec nous, merci en tout cas, merci beaucoup.